Bonjour, ce mois-ci, je vais tenter de relever le défi, en moins de 4 minutes, de vous expliquer pourquoi la France est passée d'un territoire anti-peinture à l'épicentre de la peinture mondiale. Pour ce 5e épisode de Traversée, je vais vous parler d'une œuvre de l'artiste sud-africaine Gabrielle Goliath qui s'appelle Roulette. Dans cette chronique, je vais vous parler de Clarissane, qui est une artiste dont le sujet principal d'étude est le corps, le rôle social et politique du corps. Traversée, c'est parti! Je sais que coup sur coup, je vous présente des œuvres très dures, donc promis, pour le prochain épisode de Traversée, j'essaye de vous trouver une œuvre un peu plus réjouissante. Mais pour aujourd'hui, permettez-moi de vous présenter l'œuvre Roulette, pensée par l'artiste sud-africaine Gabrielle Goliath. Gabrielle Goliath, c'est une artiste qui travaille essentiellement sur les problématiques liées au traumatisme non résolu du colonialisme, de l'esclavagisme racial et de l'apartheid, et également des structures sociale intégrée du patriarcat et de la culture du viol. En 1991, à la veille de Noël, Gabrielle Goliath perd une amie très proche, Bérénice, du fait de violences familiales. Déjà évidemment excessivement touchée par cet événement, elle découvre en plus de cela, en 2012, des statistiques ahurissantes expliquant qu'en Afrique du Sud, toutes les 6 heures, une femme est assassinée par son conjoint. Gabrielle Goliath décide donc de créer Roulette. Une installation qui à première vue est excessivement simple. Au sol, il y a un paillasson sur lequel on peut lire avertissement. L'écoute peut entraîner de graves bourdonnements d'oreilles, voire des dommages auditifs permanents. Au-dessus de ce tapis se trouve une enceinte silencieuse. Les visiteurs et visiteuses sont invités à écouter ce silence qui, toutes les 6 heures, est percé par un coup de feu qui éclate dans la salle d'exposition. Vous l'aurez compris, cela correspond au rythme auquel les femmes sont chaque jour assassinées. J'ai découvert cette œuvre dans l'exposition The Power of My Hands, qui est préparée actuellement par le musée d'art moderne de la ville de Paris, mais je ne l'ai jamais entendue, car je l'ai découverte pendant l'intervalle entre 2 coups de feu. Pourtant, je peux vous garantir que malgré la simplicité annoncée de cette œuvre, dès lors que vous la découvrez, vous changez complètement la manière dont vous visitez l'exposition, puisque vous avez pertinemment, vous êtes consciente que les minutes passent, les minutes filent, et que à tout moment, un coup de feu peut venir fracasser le silence dans lequel vous vous trouvez. Avant de vous laisser avec Margot et Olivier, j'aimerais simplement vous dire 2 choses. La première, c'est que quand Gabrielle Goliath a décidé de présenter cette œuvre 9 ans plus tard, en 2021, elle a été contrainte de réactualiser cette œuvre, puisque aujourd'hui, les femmes en Afrique du Sud ne décèdent pas toutes les 6 heures à cause de féminicide, mais toutes les 3 heures. Deuxième chose qui, selon moi, est important de rappeler, c'est que ce problème des féminicides n'est pas spécifique à l'Afrique du Sud. Au contraire, en France, en 2019, près de 150 femmes sont décédées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Et depuis le début de l'année, au moment où on enregistre actuellement cet épisode, on en recense déjà 24. Et pour toute cette raison, j'aimerais vraiment vous inviter à aller voir cette exposition dès que le musée d'art moderne de la ville de Paris pourra rouvrir ses portes. Cette exposition, c'est donc The Power of My Hand, et elle accueille cette œuvre absolument radicale et bouleversante de Gabrielle Goliath. Je suis le travail de Clarissane depuis des années, depuis 10 ans en fait, et c'est une artiste dont chacun des projets me passionne. Elle travaille en fait beaucoup sur le corps, principalement sur le corps. Son tout premier projet, en fait, elle l'a réalisé en 1998. Elle observait depuis la fenêtre de son appartement un groupe de squatteurs, un groupe d'hommes qui vivaient dans le parc à côté de chez elle. Elle était fascinée par ce groupe d'hommes qui vivaient la plupart du temps torse nu, qui se livraient à des activités qu'elle ne comprenait pas très bien, et elle a commencé à les filmer. Donc dès le début, dès cette première œuvre, il y a ce regard peut-être un peu voyeur, en tout cas un regard analytique qui tente de comprendre ce groupe d'hommes, ce groupe dont elle ne fera jamais partie, qu'elle ne comprend pas bien, d'en analyser les codes, les comportements, ces codes qu'elle ne comprendra, qu'elle ne saisira, qu'elle ne maîtrisera jamais parfaitement. Donc c'est un regard de femme sur un autre, l'autre étant l'homme ici. Et ça déjà c'est assez intéressant puisque l'immense majorité des œuvres qui ont été produites dans l'histoire de l'art ont été produites
par des hommes, pour des hommes, et leur regard, donc ce regard masculin qui est porté sur l'autre, est porté sur des femmes. Ici, il s'agit d'un female gaze, d'un regard féminin, rempli de désir ou de curiosité pour l'autre, qui est ici l'homme. Cette première vidéo, elle a donné suite à une longue série de vidéos et de photographies, tout un projet qui s'appelle Boyzone et qui porte donc sur le comportement des hommes en groupe, sur la façon dont ils se servent de leur corps pour manifester leur masculinité. Elle ne travaille pas uniquement sur cette question de la masculinité, elle travaille en fait de façon plus générale sur le rôle social et le rôle politique du corps. Elle a par exemple réalisé toute une série de vidéos et de photographies sur les protestants, et elle a étudié la façon dont les hommes se mettent en scène en photographie, la façon dont ils posent, la façon dont ils s'habillent pour mettre en scène donc cette rigueur morale, ce contrôle de soi, et en fait leurs bras croisés, la raideur de leur veste, l'uniformité des poses, tous ces éléments sont des obstacles pour ne pas qu'on puisse pénétrer leur intériorité. À l'extrême inverse de la mise en scène de soi, elle a aussi suivi par exemple Los Desnudos, donc les dénudés, un groupe de paysans sans terre au Mexique qui ont essayé de se faire entendre par le gouvernement par tous les moyens de lutte traditionnels, donc grève, occupation des terrains, mais ils n'ont jamais été entendus, jamais été pris en compte, et ils ont inventé une nouvelle forme de lutte en se montrant tous ensemble, en groupe, hommes et femmes, nus, complètement nus, dans les rues de Mexico 2 fois par jour, et on les a finalement vus, ils ont finalement été pris en compte, et avec cette forme de lutte, en utilisant leur corps nu comme outil de lutte, ils ont finalement obtenu gain de cause. Dans de nombreux autres projets, Clarisane étudie la façon dont des groupes de personnes, des personnes utilisent leur corps comme une arme, mais elle s'intéresse aussi aux corps sur lesquels on projette énormément de choses, énormément de fantasmes, énormément d'idées parfois fausses. Elle a notamment filmé toute une famille kurde qui est en fait sa belle famille, donc qui vit en zone de guerre, et elle a montré leurs intimités, les interactions de leur corps entre eux au sein d'une famille qui vit donc en zone de guerre, alors qu'on a les combattants kurdes uniquement des images de propagande, des images assez romantiques. De même, elle s'est intéressée au corps de femmes comme Ovidie, qui est une actrice porno, ou Karima, qui est une dominatrice, sur lesquelles on projette évidemment énormément de fantasmes, et elle a montré dans un projet vidéo le professionnalisme d'Ovidie, la façon dont elle utilise son corps comme un outil de travail, et l'intimité très douce de Karima. Je voudrais vous parler de l'ensemble des projets de Clarisane, évidemment c'est impossible. Je rêve de voir une grande rétrospective de son travail pour en comprendre la cohérence et la puissance, mais Clarisane est une artiste qui est relativement rare, qui est assez discrète, et puis elle travaille sur des projets au très long cours, donc il n'y a pas d'exposition de son travail tous les 3 mois, elle n'est pas non plus sur les réseaux sociaux, donc la seule façon de la suivre, de suivre son actualité, c'est de suivre sa galerie, donc Jousse Entreprise, dont je vous ai déjà parlé dans Traversée, afin de guetter sa prochaine apparition dans le monde de l'art. En 2003, alors que je sors de l'école des Beaux-Arts, je vais faire ma première exposition avec la galerie Suzanne Tarasieff, rue Louise Weiss, qui est le centre de l'art contemporain à cette époque-là à Paris. Au même moment, Anne-Laure Sacriste va faire son exposition chez Art Concept, et Grégory Fossner, chez Jocelyn Wolff à Belleville, va faire son exposition personnelle. On sort tous des écoles d'art où on nous a expliqué que la peinture était morte, voire ringarde, et on s'attend tous à avoir un front anti-peinture sur nos 3 expositions. Ça va être l'inverse qui va se passer. Nos 3 expositions vont être sold out le soir du vernissage, et elles vont avoir un succès critique et institutionnel derrière. Vont suivre d'autres expositions qui vont constituer des nouvelles brèches dans la muraille anti-peinture, avec les expositions notamment de Romain Bernini, Axel Pahlavi, Jérôme Zonder, Françoise Petrovitch, Valérie Favre, Julien Benetton, Youssef Koritchi, Katia Bourdarel, Karine Hoffman et bien d'autres. Une autre date importante, ça va être l'exposition Dynastie qui va se tenir à la fois au Palais de Tokyo et au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Vont y être présentés des peintres comme Duncan Wiley, Farah Atassi, Guillaume Bresson, Jean-Xavier Renaud. D'où vient ce mouvement anti-peinture en France? L'origine est à trouver dans les mouvements de mai 68. À ce moment-là, toute une partie de la jeunesse est contre la bourgeoisie, avec ces mouvements maoïstes, trotskistes. Et qu'est-ce qui incarne l'art bourgeois? C'est le tableau. Et par association d'idées, du tableau, on va aller à la peinture. C'est l'époque de BMPT, Buren, Mossé, Parmentier, Toroni. C'est l'époque aussi de support surface, toute cette remise en question de la peinture. Et petit à petit, dans les écoles d'art, tous les postes vont être occupés par cette nouvelle génération qui va diffuser cette idéologie anti-peinture. Mais depuis les années 2000, la fronde commence à gronder dans les écoles d'art et on va voir apparaître
toute une nouvelle génération de peintres comme Maud Maris, Damien Cadiot, Claire Tabouret, Eva Nielsen, Thomas Lévillane, Oda Jaune et plein d'autres artistes. Et avec l'apparition d'Internet, notamment de YouTube, des chaînes vont diffuser des tutos de peinture pour retrouver un apprentissage qui avait disparu des écoles d'art. Et puis, il va y avoir les échanges internationaux. Beaucoup d'artistes vont partir à l'étranger, notamment dans les ex-pays du bloc soviétique, Leipzig, Cluj, Prague, en Pologne, à Berlin. Et dans ces capitales ou dans ces villes, les écoles d'art ont toujours conservé l'apprentissage classique de la peinture et toute cette génération va bénéficier en fait de ce savoir. Et le coup d'accélérateur, ça va être l'apparition des réseaux sociaux. L'apparition des réseaux sociaux vont permettre déjà aux peintres de se reconnaître, puis d'échanger, de communiquer, de se regrouper. Et d'artistes isolés, ils vont passer d'artistes collectifs. On va voir naître beaucoup de regroupements comme le Vendeur, comme Push, mais surtout avec le Hulok, des artistes vont décider de mettre en commun tout leur réseau. Et je peux vous l'affirmer aujourd'hui, la digue a cédé. Et toute cette génération de mai 68 part à la retraite et elle est remplacée par des artistes comme Tim Eitel aux Beaux-Arts de Paris, qui vient de l'Académie de Leipzig. Mais le fait le plus notable, c'est qu'on voit arriver de partout, du monde entier, des artistes à Paris, comme Dewadi Adjab, qui vient d'Algérie, Koubra Academy, qui vient d'Afghanistan, Sergei Kononov, qui vient d'Ukraine, on voit Nathalie Herbelin, qui vient d'Israël, et une quantité incroyable de peintres qui sont en train de renouveler une scène picturale hyper active. Christine Safa, Bruno Gaden, Mathilde Leslie-Boudois, Yann Lacroix, Marion Bataillard, Marion Charlet, Ève Malherbe, Nicolas Marciano, Jean-Baptiste Boyer, Lou Ross, Jean Clarac, Simon Martin, Aurélie Bertrand, François Malingré, Célia Granara, bref, toute cette génération d'artistes qui viennent proposer une vision qui est pour l'ensemble assez figurative, qui a aussi cette façon de proposer un monde peut-être presque surréaliste, un monde qui présente un ailleurs, un rêve, qui prédispose peut-être notre futur. Donc cette génération passionnante sur le monde qui nous attend. Pour conclure, je dirais, ne commettons pas l'erreur de nos aînés. Ce n'est pas le support qui fait l'art, mais l'art lui-même qui s'exprime. Donc n'oublions pas non plus tous ces supports qui permettent aux artistes de s'exprimer, la photographie, la vidéo, l'installation. Mais ce qui est sûr, c'est que la peinture va prendre une place énorme dans les mois et années qui vont venir. Ce nouvel épisode de Traversée est terminé. J'espère qu'il vous a plu. On a pris beaucoup de plaisir à le préparer. Et si il vous a plu, surtout, vous le partagez, vous en parlez autour de vous, puisque ça nous permettra un peu de diffuser l'art partout.